Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette troisième séquence Sportsora de l'après-midi. Donc, je le répète, Sportsora est partenaire de Sport Définition donc BPI France qui organise Sport Définition est partenaire de notre organisation en 2024. Sportsora, c'est l'acteur majeur qui pense et influence le développement responsable de l'économie du sport. C'est une organisation qui regroupe 300 membres représentatifs de notre écosystème. Il y a des annonceurs, des agences, des ayants droit, des enceintes sportives, des médias, des startups, tous les acteurs de l'économie qui font le sport et donc qui se retrouvent chez Sportsora pour bénéficier de nos activités qui sont des événements, plus de 45 événements de networking par an qui bénéficient des services qu'on met en place. Ce sont des études comme celle qui a été présentée juste avant et une étude notamment de Doors dont on va reparler. On met en place des revues de presse, des décryptages, des guides, des newsletters, tout un tas de contenus sur l'économie du sport. On fait aussi travailler nos membres, on les fait réfléchir dans des collèges et commissions thématiques pour penser au futur de l'économie du sport. Et on a une activité d'influence et on discute avec les pouvoirs publics et les décideurs pour défendre les intérêts de nos membres. Voilà tout ce qu'on fait chez Sportsora pour la petite page promo. Et donc, dans le cadre de ce partenariat avec BPI France, on a l'opportunité de prendre la parole autour de trois thématiques qui nous sont chères dans le sport business. Et la troisième thématique, c'est l'engagement des fans et les nouvelles technologies. Et donc, pour nous en parler, on a trois experts avec Joseph, Karen et Geoffrey, à qui je vais laisser la parole pour environ 40 minutes. Donc, la scène est à vous. Merci beaucoup Thibaut. Bonjour à tous. Donc, je suis Geoffrey Duniac, je suis administrateur de Sportsora en charge de l'innovation. Puisque j'ai été moi-même dirigeant de start-up pendant près de 10 ans dans le sport. Et donc j'ai eu le plaisir d'intégrer Sportsora dans ce cadre-là et de travailler sur le sujet innovation. J'ai avec moi aujourd'hui donc Karen. Karen qui a fondé DOS3. Donc Karen, est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient fondatrice d'une start-up dans le Web3 ? Faut être un peu fou ou folle. Faut croire en l'avenir, non je plaisante. J'ai créé Doors effectivement il y a 2 ans. Je venais du monde du conseil, un monde un peu moins funky. Et puis la vision qu'on avait, c'était celle de construire le web de demain et qui commence à être celui d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a créé Doors. Aujourd'hui, on est l'acteur leader qui accompagne les marques et les organisations dans leur future transformation digitale en s'appuyant sur les nouvelles technologies que sont la blockchain, les métaverses, l'IA, le gaming. Et puis, on a développé notamment une partie sport avec une expertise fan engagement et fan expérience très forte avec Doors Sport. Et donc, je parlerai un peu plus en détail de tout ce qu'on fait et des cas d'usage, mais en tout cas, ravi d'être là et de continuer de parler de ces sujets d'avenir. Je te remercie. Joseph, bonjour. Bonjour. Vice-président de Hurricane Group, en charge du marketing et de la communication. Aujourd'hui, vous organisez quasiment depuis 25 ans le FIS. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce FIS ? Donc c'est vrai qu'on nous connaît majoritairement pour l'organisation du FIS, le Festival international des sports extrêmes à Montpellier, qui a fêté cette année sa 27e édition. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs en plein cœur de Montpellier qui se transforment en capitale des sports extrêmes durant quelques jours. Le FIS Montpellier, c'est probablement le plus grand événement sportif au monde dédié à la jeunesse. Et c'est un des plus grands événements sportifs en France, après le Tour de France, le Vendée Globe et Roland-Garros. Autour de cet événement qui a 27 ans, on a construit une organisation au service des sports urbains essentiellement. On est aujourd'hui 110 collaborateurs avec une trentaine d'événements, la plupart sous la marque FIS, qu'on organise en France et autour du monde chaque année. Des événements autour de ces sports urbains. Ça, c'est vraiment la brique chez nous, Hurricane Event, la brique des événements. On fait du conseil aussi pour les fédérations et pour les plus grandes instances du sport mondial. Ces événements, ils ont besoin d'infrastructures, de skateparks. Et là aussi, depuis plus de 20 ans, on fabrique des skateparks. Donc on équipe nos événements avec ces skateparks. On équipe d'autres événements. On équipe les plus grands événements sportifs aussi au monde avec ces infrastructures. C'est le volet Hurricane Park. Et la troisième brique aujourd'hui Hurricane, c'est celle que je dirige. C'est Hurricane Creative. Et Hurricane Creative, c'est l'agence Sport Market intégrée du groupe avec plusieurs enjeux, à la fois les enjeux de promotion, de médiatisation des événements, les enjeux de recrutement des sponsors et les enjeux d'activation de ces sponsors. Donc finalement, on joue un rôle un peu central dans l'activation des partenariats, des fans et toutes les parties prenantes autour du festival. Alors bien évidemment, on est là pour parler du fan engagement et c'est ce pourquoi vous êtes là tous les deux. Mais si on fait un petit zoom arrière en fait sur ce que sont les nouvelles technologies,
Aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'on a à peu près 50% de la population qui est digital native. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important et sur lequel on doit tous travailler. La deuxième, c'est que cette génération Z, la Gen Z, qui est, je le rappelle pour tout le monde, c'est les 15-30 ans, passe en moyenne quasiment 5 heures en fait, sur les écrans, donc ce qui est assez conséquent. Et le dernier point, c'est que vous avez à peu près 82% des gens qui sont prêts à partager leurs données, à ouvrir leurs données, pour vivre une meilleure expérience sur le digital. Donc on se rend compte en fait que les nouvelles technologies sont globalement en fait intégrées par tous et que derrière en fait les gens sont prêts à ouvrir beaucoup plus les choses pour pouvoir être mieux approchés et mieux communiquer justement avec les marques et les organisateurs. Joseph, ça t'inspire quoi ces chiffres ? Alors, je dirais que ça nous parle parce qu'on a la chance sur les événements FIS d'engager et d'accueillir majoritairement cette Gen Z et même cette Gen Alpha qui arrive, hein, c'est plus jeune, mais je dirais que 80% de nos festivaliers ont entre 12 et 25 ans. Donc c'est une génération qui utilise, je ne vous apprends rien, ces nouvelles technologies, notamment le smartphone. Et c'est vrai que nous, particulièrement dans notre univers, le smartphone, il permet notamment de filmer, de faire des photos. Et dans les sports urbains, dans les sports freestyle, c'est souvent le point de départ. C'est le point de départ à la médiatisation qu'on va ensuite pousser sur les réseaux avec l'omniprésence des réseaux sociaux, à la fois pour diffuser ses performances, à la fois aussi pour se sociabiliser, parce qu'on est sur des sports individuels mais qu'on pratique en collectif. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel là-dessus. Et puis à la fois aussi pour nourrir sa créativité. Et on est sur des sports qui, au-delà de la performance sportive, c'est un peu la force des sports urbains où le volet créatif a une place tout aussi importante. Et justement, le digital et les outils vont permettre de nourrir tout ça. Et puis, une génération qui va aussi consommer des contenus et consommer le sport de manière un peu différente. Et là-dessus, on en reparlera un petit peu sur les cas que je vous présenterai. Mais c'est vrai que y a beaucoup de choses qu'on a pu tester au cours du temps avec le FIS. Moi, quand je regarde aussi comment on consomme au-delà du FIS, comment on consomme cette génération, le sport, quand je regarde en ce moment ce qui se passe autour de la Kings League et cette diffusion sur Twitch, on est nous-mêmes passé cette année, le FIS était diffusé sur Twitch, sur la chaîne Twitch de France TV Slash. Et donc nous aussi, on commence à faire évoluer nos modèles. Tout ça ne fait que confirmer ce que tu disais, Geoffrey. Alors, tu as évoqué plein de modèles autour de la Gen Z et de la Gen Alpha. Il y a le sujet aussi dans le sport qui est arrivé, vers 2017, qui étaient les premières NFT. Alors, on a vu beaucoup les NFT émerger sur le milieu artistique, sur le milieu musical, etc. Mais très vite, en fait, les NFT ont migré vers les fan tokens. Avec Socios, Sora, etc., qui ont commencé à émerger. Puis 2021, vous avez l'arrivée du métaverse. Même s'il a été créé un petit peu en avant, le métaverse est arrivé dans le secteur du sport. Karen, toi qui es justement au cœur de ça, comment tu vois en fait ce Web3 dans le sport aujourd'hui ? Déjà, j'avais une conférence juste avant où je disais le Web3 est mort et c'est tant mieux. Donc je vais choquer tout le monde en disant ça, mais en tout cas la partie finalement buzzword et spéculative qu'on a vécue les années d'avant et qui globalement a amené au fait qu'aujourd'hui beaucoup de médias communiquent sur le fait que plus personne ne fait rien dans le Web3 est mort et c'est plutôt une bonne chose. En revanche, ce qui a émergé et qui émerge de plus en plus aujourd'hui, c'est comment on utilise la technologie sous-jacente, à savoir la blockchain, mais aussi les réalités immersives, le gaming, tu parlais des plateformes sociales et même l'IA, vraiment comme un socle technologique pour adresser des enjeux clés, notamment dans l'univers du sport, amener de la valeur ajoutée et créer de l'impact. Je fais juste une parenthèse pour vous donner un chiffre. En 2022, vous avez eu 5 millions de NFT qui ont été vendus dans le sport pour une valorisation quasiment de 2,5 milliards de dollars. Effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait un peu un step back et qu'on regarde en arrière, le sport était un des premiers secteurs à se saisir de ces sujets. Pour plein de raisons, notamment une raison évidente qui est ce que tu disais, Joseph, qui est que voilà, l'évolution des modes de consommation est telle, la nouvelle génération a des habitudes, des envies, des besoins aussi, qui sont complètement alignés avec finalement la promesse, les codes, la culture de cette nouvelle technologie.
Au-delà de ça, au niveau des chiffres, ce qu'on voit aussi, et on l'a vu en sortant effectivement l'étude qu'on a publiée avec Sportsora récemment, qu'on a le plaisir d'avoir publié avec des super interviews de dirigeants du sport, mais aussi justement une étude quantitative auprès de fans de sport, on se rend compte que la population de fans de sport qui détient des cryptoactifs, qui s'intéresse à l'identité digitale, qui souhaite aller dans des univers virtuels, est largement supérieure à la population globale. Donc, par exemple, on a 20% de fans de sport qui détiennent aujourd'hui des cryptoactifs, ce qui comprend crypto-monnaies et NFT, ce qui est supérieur aux 16% de la population globale. Et on a une frange de la population de fans de sport qui est assez énorme, qui souhaite aujourd'hui vivre en simultané dans un univers immersif, ce qu'ils peuvent vivre dans un monde physique. Donc on voit qu'il y a un réel attrait. Deuxièmement, il y a un vrai business model à construire. Et je me souviens avoir fait des débats sur énormément de sujets, le ticketing, sur effectivement comment vivre des expériences dans le digital comme on le verrait dans le physique, sur évidemment la notion d'engagement, de programme d'engagement, de fidélisation, qui est un enjeu clé aujourd'hui des acteurs de l'univers du sport, mais aussi sur comment construire les business models de demain grâce à ces technologies. Donc on est passé vraiment de la phase un peu de buzz et de spéculation, qui était importante aussi finalement pour faire connaître, à aujourd'hui une phase vraiment d'adoption, de consolidation du marché, avec aussi finalement un écosystème de start-up, et notamment dans la sport tech, qui est assez important et qui prouve au quotidien les cas d'usage à forte valeur ajoutée, et surtout notamment en France, mais aussi à l'étranger, quasiment la majorité des acteurs du sport qui finalement prennent ces sujets en main. Et pour illustrer un peu tes propos, est-ce que tu aurais 2-3 exemples de Web3 et sport aujourd'hui ? Oui, alors il y en a plein. C'est toujours compliqué de choisir. Je pense que Adidas, c'est un bon exemple. En plus, on est à l'Adidas Arena et je vous promets, c'est pas fait exprès, je suis pas sponsorisée par eux. Mais en tout cas, Adidas, c'est un bel exemple parce qu'ils ont su vraiment se saisir du sujet par plusieurs dimensions. La dimension justement plutôt collectible, la dimension création de communauté, la dimension immersive, jusqu'à la dimension aussi partenariale avec par exemple des communautés Web3 comme les Bored Ape, Nike aussi évidemment. Et puis si on va dans un autre registre, on ne peut pas ignorer évidemment les startups qui se sont fait connaître comme Sorare, qui a quand même ouvert la voie à un certain nombre de cas d'usage et à ces nouveaux business models dont je parlais. Et je dirais enfin, on est en plein en ce moment avec une grande fédération de sport dont je tairai le nom, mais sur des sujets Roblox notamment. Je pense que le cas d'usage Roblox, c'est un cas d'usage hyper intéressant et je pense qu'on en parlera après. Et quand on voit par exemple les grands chelems de l'ATP avec Wimbledon, l'Australian Open, plus récemment la FIFA avec la Fédé allemande ou encore NASCAR, voilà, ça devient vraiment des plateformes sociales d'engagement où on va chercher les fans sur leur terrain de jeu. Donc voilà, pour moi, ça c'est des best cases qui ont commencé à ouvrir la voie en tout cas sur comment la technologie apporte de la valeur ajoutée et permet d'accélérer des usages et pas l'inverse, et pas finalement pourquoi j'irai sur la techno et qu'est-ce que je pourrais en faire. Tu as évoqué Nike et Adidas, on les connaît pour nos vêtements sportifs, mais on les connaît aussi pour le côté lifestyle. Est-ce que justement, il y a dans d'autres univers, en fait, le Web3 est utilisé et exploité ? Alors oui, j'ai pas présenté en détail. Nous, on travaille aujourd'hui dans toutes les industries. Et effectivement, je dirais que sur les univers les plus affinitaire, on va dire, avec ces sujets. Il y a évidemment le sport et le divertissement au sens large. On a aussi la musique, par exemple, et même l'univers du cinéma, qui sont vraiment des univers pour lesquels il y a un intérêt très fort et des enjeux, en fait, aussi très forts sur la notion de propriété, par exemple. On a évidemment le luxe. Le luxe, et même plus largement le retail, puisqu'on peut aussi faire le lien entre retail et sport. Et d'ailleurs, luxe et sport, on le voit avec les Jeux Olympiques et le sponsoring avec LVMH. Le luxe, aujourd'hui, c'est un univers dans lequel le Web3 est énormément exploré et même est déployé à l'échelle sur des cas d'usage très différents, soit sur des cas d'usage un peu hard, entre guillemets, vraiment sur de l'excellence opérationnelle, donc de la traçabilité, de l'authentification de produits, soit justement sur des sujets d'expérience client, comment engager, réengager, fidéliser demain des clients grâce à ces technologies. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on a fait donc avec Sportsora, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie corrélation entre les fans de sport et les fans de mode et les fans de musique. Donc, il y a des enjeux assez forts. Donc, le Web3, au-delà de la technologie, c'est aussi un mouvement culturel qui amène des nouveaux codes, une notion un peu d'interopérabilité, d'ownership et de partage. Et c'est vrai que cette dimension culturelle, elle est importante et c'est pour ça qu'on voit éclore beaucoup de collaborations entre des marques qui, a priori, n'avaient peut-être pas grand-chose à faire ensemble, mais peuvent créer de la valeur. Alors, il peut y avoir des collaborations, il peut y avoir du cross-selling qui s'opère en fait, entre différents secteurs.
De ton côté, Joseph, est-ce que c'est quelque chose qui a été exploité par Hurricane Group, notamment parce que vous avez une population, j'allais dire, autour du sport urbain qui est très jeune? Est-ce qu'il y a des marques que vous avez réussi à capter et à amener en fait, sur le sport en général? C'est vrai que ces nouvelles technologies, elles vont nous permettre d'aller chercher des carrefours d'audience qu'on n'aurait pas naturellement dans un modèle traditionnel. Nous, la partie en effet sponsor est la plus grande part des revenus de nos événements. C'est la plupart du temps majoritaire dans le budget des événements. Donc nos événements sont financés par des grandes marques qui sont parfois pas du tout connectées avec le sport, mais qui viennent chercher une expérience. Et ces nouvelles technologies vont nous permettre d'aller en effet mobiliser des carrefours d'audience et parfois en fait sortir aussi un petit peu de notre zone de confort. Tu parlais de musique, on fait beaucoup de choses aussi autour de la musique parce qu'on a une génération qui consomme aussi de la musique. On a une génération qui consomme du e-sport, une génération de gamers. Là aussi, on fait des passerelles. Je pense à quelque chose qu'on a créé l'année dernière avec un partenaire qui était une compétition sur Fortnite où on a redéveloppé dans Fortnite le FIS. On voit quelques images ici, mais on a été remodélisé le FIS dans Fortnite. On a lancé une compétition sur Twitch les mois qui ont précédé la manifestation à Montpellier. Donc les joueurs pouvaient jouer en ligne, se qualifier. Donc là, il y avait une expérience virtuelle. Et les phases finales avaient lieu en direct de l'événement le jour J à Montpellier. Tout ça, c'est des activations qu'on arrive évidemment à plugger dans les dispositifs d'activation partenaires. Et donc il y a une vraie logique aussi business dans notre capacité à activer, à faire vivre des expériences à nos fans pour les partenaires. Cette capacité finalement à mettre en mouvement toutes les parties prenantes grâce à la technologie. Et justement, le partenariat justement avec Jules, comment ça s'est opéré? Comment une marque de textile comme Jules en fait, se rapproche du FIS et décide de créer le e-FIS avec vous? Alors le e-FIS c'était un autre projet, j'en reparlerai juste après. Le FIS e-sport, voilà, le FIS e-sport. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vient chercher cette marque, c'est avant tout une connexion avec cette génération dont on parle. C'est la capacité à adresser des messages à cette génération. Et finalement, aujourd'hui, nous, on se veut les garants d'une communication maîtrisée qui respecte certains codes. Et c'est ça qu'on peut apporter à des marques mainstream qui veulent communiquer à cette nouvelle génération. Alors le constat, et on l'a dit en préambule, c'était de dire comment on adresse en fait cette Gen Z et cette Gen Alpha, comment on les amène sur nos événements et comment on les fidélise derrière. Mais est-ce qu'au final, en fait, l'ensemble des générations, est-ce que l'ensemble de la population demain peut être intéressée par les actions qui sont menées dans le Web3 ? Je pense que, évidemment, en fait, alors peut-être pour revenir un petit peu sur les problématiques aujourd'hui et peut-être les freins qu'il y a pu avoir dans l'adoption de ces nouvelles technologies, et notamment dans le sport, finalement, le marketing sportif, on a, nous en tant qu'ayant droit, en tant qu'organisateur d'événements, ou c'est la même chose pour les diffuseurs, on a la chance de surfer sur un modèle économique qui est tout juste incroyable, mais qui est aussi qui comporte beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes de droit marketing, de droit média, qui sont autant de freins pour ces ayants droit, pour ces organisateurs, à finalement parfois implémenter des nouvelles technologies qui pourraient entraver un petit peu certains droits que j'ai cédés à tel ou tel partenaire ou à la ligue, ou etc. Donc c'est vrai que je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir des freins. Nous on a la chance dans les sports urbains d'avoir peu de contraintes, alors c'est une chance, mais c'est aussi des recettes en moins. On a peu de problématiques de droits médias. On arrive à faire beaucoup de choses assez facilement, assez simplement. C'est beaucoup plus compliqué dans les sports premium, puisque très rapidement, dès que tu essayes d'innover, tu vas marcher sur les droits de quelqu'un. Et ce qu'on constate, on le voit notamment dans le streaming, on le voit dans le sport, ou on le voit dans des nouveaux modèles. J'en parlais tout à l'heure de la Kings League, finalement, d'acteurs qui rentrent dans le sport sur un modèle complètement disruptifs et qui là finalement peuvent innover de manière un peu plus facile. Donc jusqu'ici on avait des contraintes. Nous c'est vrai qu'avec le FIS on a un petit peu moins de contraintes. On a une génération qui, j'en parlais, qui consomme le sport sur ces nouveaux outils, qui est très fan de nouvelles technologies, et donc c'est ce qui nous a permis depuis une dizaine d'années de tester, je dirais, au départ, un certain nombre de choses, et puis maintenant, véritablement d'intégrer dans tous nos dispositifs d'engagement, d'activation, une brique technologie.
Toi, de ton côté, Karen, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, on a dépassé la Gen Z et est-ce qu'aujourd'hui, de nouveaux individus s'intéressent au Web3 et adhèrent au Web3? Ouais, j'allais rebondir parce que je pense que la question, c'est pas vraiment de se demander si tout le monde va aller dans le Web3, parce que la réponse, c'est oui, parce que globalement, ils vont pas y aller. C'est, en fait, entre guillemets, le Web3 arrive comme toute évolution technologique, et je pense qu'il y a 20 ans, on s'est pas posé la question de est-ce qu'on veut aller dans Internet. Globalement, Internet est venu à nous et on y est allé. Ce qui amène aussi des limites d'ailleurs, hein, ce qui crée aujourd'hui des fois des dépendances à des plateformes, et c'est en ça que les évolutions technologiques sont intéressantes. Donc une fois qu'on s'est dit ça, évidemment les vagues d'adoption vont venir progressivement, et moi je crois beaucoup, et c'est nous la vocation d'accompagner des marques, des organisations. Je crois vraiment que l'adoption elle vient de là aussi, c'est-à-dire elle vient de l'action du quotidien en fait, que finalement la technologie s'efface au profit de l'usage, de l'utilité et de l'intérêt pour tout le monde, que ce soit pour l'utilisateur, le fan ou pour l'organisation, hein, qu'elle y voit un intérêt business et qu'elle n'ait même pas besoin de se dire mais est-ce que je dois aller dans le Web3 ? Voilà, en tout cas, c'est pas le sujet. Après, évidemment, on voit qu'il y a une adoption beaucoup plus forte par les jeunes générations. On pourrait dire au sens large les nouvelles générations, parce que du coup, il y en a, on le voit dans les stats, hein, qui vont quand même jusqu'à 30-40 ans. Donc quand on parle de ça aux marques, on ne parle pas que de ceux qui ont entre 15 et 20 ans, globalement. Et même après, je n'irais pas dire les old generation, mais je ne ferai pas cet affront, mais il y a quand même énormément de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à ces sujets-là. Nous, on l'a vu dans l'étude qu'on a menée, avec finalement des vagues générationnelles qui ont des intérêts différents. Les très très jeunes qui s'intéressent plus au gaming, à la partie sociale, la partie communautaire, la phase un peu entre deux, donc je fais partie aussi d'ailleurs, qui s'intéresse beaucoup plus à la partie NFT, métaverse, et puis d'autres qui vont plus s'intéresser à la partie crypto, par exemple. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, on est capable d'amener des cas d'usage où on vient effacer la technologie. Et tu disais par rapport à des freins, en fait, il y a des freins conjoncturels, structurels, mais il y a aussi évidemment des freins technologiques qu'il ne faut pas ignorer. On est capable aujourd'hui de les effacer de plus en plus pour que l'expérience soit facile, seamless, et donc pour que n'importe qui puisse y aller. Et nous, on a des exemples aujourd'hui. On a travaillé, alors je donne cet exemple encore plus parce que je suis toulonnaise, donc le rugby club toulonnais. Je pense que le rugby, c'est pas connu pour être le sport aujourd'hui, en tout cas, qui s'adresse le plus aux jeunes, même si c'est un vrai enjeu. C'est un sport qui est malheureusement vieillissant dans les audiences et dans les stades. On a travaillé vraiment pendant 2 ans sur un laboratoire d'innovation où on a testé des choses et où on s'est rendu compte que dans les détenteurs de NFT, il n'y avait pas que des jeunes. Parce que le process était simple, qu'ils voyaient complètement les avantages qu'ils avaient à entrer dans des programmes d'engagement basés sur le Web3 et que globalement, il y avait de l'utilité, il y avait de la fan expérience, donc ça leur donnait envie d'y aller. Donc nous, la manière dont on accompagne aussi les dirigeants, c'est justement d'être capable d'actionner les bons leviers pour les bonnes cibles et au bon moment. Et évidemment, c'est utopiste de se dire du jour au lendemain, je vais dans le Web3, je fais des activations, tout le monde adhère. Non, mais de la même manière que pour toute transformation, je pense que quand on est passé aux réseaux sociaux ou au e-commerce, c'était pareil, tout le monde n'a pas adhéré, il y avait des oppositions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est important de le faire par vague, de tester, de se faire aussi des convictions, mais progressivement de plus penser que cette technologie est un frein. Au contraire, ça peut vraiment être un tremplin. Et de ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il y a besoin d'avoir un temps d'adoption et de bâtir une véritable stratégie sur plusieurs années pour convertir en fait sa fanbase avec le Web3. Alors évidemment, nous, c'est ce qu'on recommande et c'est d'ailleurs finalement le rôle qu'on joue, mais c'est important de tester aussi, d'expérimenter. Je pense que c'est ce qui a beaucoup été fait dans l'univers du sport et tu en as parlé, tu vas en parler juste après. Je pense que c'est vraiment important de tester parce que ce qu'on voit, c'est que selon son organisation, selon sa raison d'être, sa maturité et ses audiences, la réaction ne sera pas la même. Donc finalement, si tu te dis Adidas a fait ça, je fais pareil, il y a beaucoup de chances pour que ça ne marche pas de la même manière. Donc c'est vraiment important de comprendre aussi son contexte, d'aller tester et après effectivement d'avoir une vision de long terme, parce que la vision quand même que les dirigeants doivent avoir, notamment dans le sport, c'est que les enjeux de data, ils sont aujourd'hui prégnants, ils vont continuer de l'être encore plus. Et quand on parle de programmes d'engagement pour la partie fan engagement basée sur du Web3, c'est pas un projet qu'on fait en 2 mois. Donc effectivement, c'est important d'amener une vision, mais d'être capable d'actionner rapidement, de tester, d'avoir des feedbacks. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est fait aujourd'hui par la majorité des acteurs. C'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans l'étude. Il y a beaucoup de cas d'usage avec des
des best cases, mais aussi des cas d'usage où on se dit, bon, ça n'a pas fonctionné, mais au moins ils ont eu le mérite de tester. Je pense qu'il faut être aussi humble face à la transformation. Ça reste une transformation numérique, comme celle qu'on a connue il y a quelques années. Donc c'est important aussi pour les organisations d'aller tester, de se faire un avis et de co-construire aussi avec ses audiences, avec sa communauté. On entre dans une ère où les spectateurs veulent plus être juste spectateurs, mais devenir aussi acteurs, pas juste consommer le sport, mais finalement co-créer. Et toute l'histoire aussi des rewards, de l'expérience, ne pas juste être là pour faire du transactionnel, mais avant tout avoir aussi une promesse relationnelle, un sentiment d'appartenance. À la fin, c'est aussi ça, je pense, le pouvoir du sport, quoi. On est aujourd'hui dans une phase de sport-spectacle. Concrètement, le FIS dure une période relativement courte durant l'année, même si c'est déployé aussi à l'international et que vous organisez plein d'autres choses. Mais comment, Joseph, justement, vous avez utilisé cet axe du Web3 pour faire vivre le FIS tout au long de l'année ? Peut-être pour répondre à cette question, je vais revenir une dizaine d'années en arrière avec l'avènement du Web 2, qui était finalement déjà, qui a été les prémices de modifications profondes sur notre modèle de partenariat et notre relation avec les partenaires, avec les fans. L'avènement des réseaux sociaux et des OTT dans les années 2010 ont fait que dans les années 2010-2015, vraiment le côté expérientiel, entertainment sur le terrain des événements a commencé à émerger. Et c'est vrai qu'on a commencé à cette période à renforcer nos équipes en compétences pour pouvoir proposer des activations et des expériences utilisant ces nouvelles technologies à l'époque au service d'activation de partenariats. Je pense à des choses qu'on a pu faire, notamment en utilisant au départ beaucoup les écrans géants, des choses qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, notamment sur le marché nord-américain. L'utilisation, c'était à l'époque, les premières activations qu'on a fait, je me rappelle, c'était les tweet walls. Tu pouvais poster ton selfies en direct de Montpellier, tout ça s'affichait en direct sur les écrans géants. On arrivait très rapidement finalement à plugger des partenaires. On s'est rendu compte finalement que tout ça, ça pouvait nourrir aussi notre modèle économique. Avec le sponsoring, c'était pas forcément un logo sur une aire sportive. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et dès cette époque-là, on a testé des choses sur l'interaction avec les festivaliers jusqu'à arriver plus récemment à des dispositifs là, cette année avec Samsung sur le FIS Montpellier autour de l'intelligence artificielle où on a recréé un skatepark accessible à tous les festivaliers, principalement les plus jeunes. On le voit là sur ces quelques images. Et grâce à la technologie Samsung, on était capable de se prendre en photo, de se projeter au milieu des plus grandes infrastructures du festival, ridé par les meilleurs athlètes, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un cheminement qu'on a initié il y a une dizaine d'années avec vraiment cette volonté de maximiser l'engagement des fans pendant les événements. Et c'est assez facile, et d'ailleurs aujourd'hui c'est souvent le plus simple, c'est comment on met la technologie au service d'un événement pendant le temps fort. Il y a beaucoup d'initiatives, on en a testé plein d'autres. Maintenant, l'enjeu, et c'est une des questions à laquelle on commence à répondre, c'est comment on utilise aujourd'hui ces nouvelles technologies pour engager ces communautés en dehors des temps forts. Et ça, je crois que c'est un des challenges les plus importants de tous les organisateurs d'événements, qu'ils fassent un événement par an ou qu'ils en fassent un tous les week-ends. Finalement, nous on le voit, les pics d'audience sont multipliés par 100, parfois par 1000 durant les événements, et entre ces phases-là, on a du mal à engager cette communauté. Je crois que là, plus que jamais, le Web3 va permettre et permet déjà finalement de créer des connexions, de donner le pouvoir aux fans, de donner le pouvoir aussi aux athlètes, d'être acteurs de tout ça. Je crois que les athlètes aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'évolution aussi des athlètes qui deviennent aujourd'hui de véritables médias grâce aux réseaux sociaux. Là encore, je fais le lien avec la Kings League, mais quand on voit finalement que cette Kings League elle est diffusée par des influenceurs eux-mêmes qui deviennent diffuseurs des compétitions, tout ça se fait se remettre beaucoup en cause. En tout cas, sur ce sujet, nous, de l'engagement entre les événements, on a eu quelque chose qui a été un game changer, ça a été la pandémie du Covid, puisque en 2020, on se retrouve à annuler tous nos événements. On est au mois de mars, le FIS doit arriver dans moins de 2 mois. Pour la première fois depuis 25 ans, on ne va pas pouvoir faire la manifestation. Et on se met autour d'une table et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire
grâce aux nouvelles technologies pour engager toutes nos parties prenantes. Les centaines de milliers de festivaliers qui viennent, les athlètes qui étaient prévus, les fédérations qui viennent labelliser nos événements, les sponsors, les collectivités. Et en quelques mois, on développe un concept qui s'appelle le IFIS, qui est une compétition vidéo où on demande à tous ces athlètes qui devaient rejoindre le FIS Montpellier de rester chez eux, en Colombie, en Chine, au Japon, en Grande-Bretagne, et on leur demande de faire une vidéo depuis chez eux et de la poster, cette vidéo, sur la plateforme du FIS. Et dans ce même temps, on demande aux centaines de milliers de festivaliers d'évaluer ces vidéos, d'être partie prenante, d'être juge, tout comme les juges officiels. Et donc on a une grande viralité qui émerge de tout ça, plus de 20 millions de vidéos vues, 500 000 votes en ligne. Et au départ, ce qui ne devait être qu'un projet pour passer la pandémie va devenir quelque chose de beaucoup plus profond, puisque désormais c'est un concept qu'on réitère chaque année. Le IFIS a été par la suite décliné en IFIS Junior, en IFIS Glasgow, en IFIS Wolverhampton, c'est-à-dire que désormais on vend le concept même à des villes où la qualification se fait dans une compétition vidéo sur les réseaux sociaux, et les gagnants sont invités avec leur caméraman dans la ville d'accueil pour créer un événement figital finalement où le virtuel et le réel se mélangent. C'est même un projet qui a eu un tel succès qu'on a accompagné le CIO l'année dernière dans un projet identique qui s'est appelé le Let's Move Street Challenge, qui était une grande compétition identique et qui a obtenu des résultats incroyables. Donc voilà, je crois que grâce à ces nouvelles technologies, et pas spécifiquement le Web3, mais le Web3 en fait partie, désormais, on arrive véritablement à engager ses fans au-delà du terrain de l'événement. Deux chiffres par rapport à ça, aujourd'hui, il y a combien de festivaliers chaque année au FIS ? Alors cette année, on a eu 300 000 festivaliers pendant 5 jours. Et la communauté, j'allais dire, qui a été constituée grâce à toutes ces actions autour du fan engagement, ça représente combien à travers le monde ? Ça représente 1,5 million de followers sur les réseaux sociaux, globalement, et à peu près autant en base de données, emailing. Karen, donc on a un exemple parfait de la part de Joseph et du FIS sur la manière dont on travaille sa base de fan engagement, mais au-delà de ça, on peut aussi utiliser les nouvelles technologies, et notamment le Web3, pour diversifier ses revenus. Complètement, c'est un des enjeux, je le disais tout à l'heure, 3 piliers, qui est vraiment l'expérience client, un second qui est plus l'excellence opérationnelle, on parle de ticketing, de sustainability et d'autres enjeux, et un troisième qui est les nouveaux business models. Et effectivement, je pense qu'un bon exemple, nous on travaille étroitement avec Team Vitality par exemple dans le e-sport, qui est je pense un des meilleurs exemples aujourd'hui en France sur comment on diversifie ses revenus, mais aussi finalement son côté un peu love brand, c'est-à-dire au-delà de son activité cœur qui est de faire du e-sport et du gaming, comment on développe vraiment une marque culturelle, une communauté, un engagement fort, et donc in fine on diversifie ses revenus. Donc en 2 mots, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, Team Vitality qui a lancé V-Hive, qui est vraiment un programme d'engagement basé sur le Web3 et notamment la technologie Tezos, qui d'ailleurs est un sponsor. Tu parlais du sponsoring, mais nous on accompagne beaucoup ces thématiques-là. Le sponsoring est en train de vraiment complètement changer, et on voit qu'on peut engager de manière complètement différente aujourd'hui maintenant grâce aux technologies avec le sponsoring. Et donc ce programme d'engagement leur a permis aujourd'hui, par exemple, de faire plus de 200% d'acquisition et d'engagement sur leurs réseaux sociaux traditionnels. Ça leur a permis de générer des revenus conséquents. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment plusieurs milliers d'euros, et c'est conséquent par rapport à ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Il y a vraiment agrégé autour d'eux une communauté de fans qui s'engagent, qui font des quêtes, des challenges, viennent aux gros événements, aux majors notamment, et qui s'intéressent aussi aux valeurs du e-sport. Donc ça en est un exemple. Un deuxième exemple que je vous donne, dont on est assez fiers aussi, c'est Alpine, donc la célèbre marque d'automobile, mais cette fois du côté Formule 1, sur la partie sport. Alpine qui a des enjeux très forts aujourd'hui de rajeunir ses audiences vraiment sur la partie cars traditionnelle, et qui utilise finalement la partie F1 pour faire vraiment de l'awareness, et ça depuis des années. Ils ont engagé un certain nombre d'actions qui sont déjà très intéressantes, et ils sont très actifs dans le Web3 et dans les univers métaverses. Et on construit là pour eux vraiment une marketplace de fan engagement qui va permettre de rassembler tous les fans avec, je vous passe les détails tech, mais vraiment une blockchain qui va permettre d'adresser de manière interopérable tout type de communauté, et à la fin de construire tout un programme gamifié autour vraiment du racers en fait, pour engager des nouvelles générations et, tu l'as compris, in fine,
les diversifier et générer du revenu sur leur activité traditionnelle, où ils souhaitent faire quasiment x100 en termes de vente. Donc voilà, différents exemples, et je pense qu'aujourd'hui, dans les use cases assez intéressants en France et à l'international, je pense qu'effectivement, l'enjeu de diversification, il est très, très fort. Il y a évidemment un enjeu de notoriété, de faire savoir, faire connaître grâce à ces nouveaux leviers. Il y a un vrai enjeu de community building, de comment constituer des communautés d'intérêt, faire du fan engagement pour les engager et à la fin les monétiser. Et puis, il y a un vrai enjeu d'acquisition, comment aller finalement sur ces nouveaux terrains de jeu quand on est dans des sports dont les audiences sont un peu vieillissantes. Je parlais du rugby, mais nous, on travaille beaucoup aussi dans l'univers du foot, on travaille dans le tennis. Finalement, les enjeux sont toujours à peu près les mêmes. Et puis, pour d'autres catégories d'acteurs du sport, je pense par exemple aux médias, on parlait des organisateurs d'événements ou même aux marques, mais c'est aussi une manière de voir autrement, finalement, le terrain de jeu, de développer son business autrement, en se disant qu'il y a un vrai intérêt à aller chercher des audiences sur leur terrain de jeu et à finalement monétiser autrement. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, le côté un peu sportainment. En fait, c'est dépasser les frontières du sport tout en utilisant les cultures, la valeur et l'ADN du sport pour justement engager des audiences autrement. Aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les jeunes. On revient aux chiffres du début. Partager ces données, participer à des événements, c'est pas un problème, mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Qu'est-ce qui fait que je suis fan, que j'ai un sentiment d'appartenance ? Et effectivement, les athlètes se lancent de plus en plus. On avait l'exemple de Tom Brady, je pense à Stan Wawrinka qui a lancé aussi pas mal d'initiatives. Mais les athlètes aussi ont un intérêt à aller sur ces sujets-là. Alors, un intérêt financier sur le financement de la carrière, ça c'est un sujet qui ressort depuis des années, par la tokenisation notamment, mais aussi un intérêt de marque, en fait, de personal branding autour de ces sujets-là. Donc voilà, beaucoup de cas d'usage. Et effectivement, je pense que la diversification des revenus, c'est un élément clé. Peut-être juste pour compléter ce que tu dis, il y a un cas que je n'ai pas présenté, mais notamment sur la partie Web3, puisqu'on a initié aussi un certain nombre de projets autour du Web3, du métaverse et des NFT. Et je pense principalement à celui-ci où, là aussi, dans cette optique de réussir à engager notre communauté tout au long de l'année, on a développé dans le métaverse, sur The Sandbox, on a recréé l'univers du FIS au travers d'un jeu. Où on vient rider ces infrastructures, et au travers de ce jeu on a la possibilité d'acheter des NFT, et ces NFT donnent accès à des expériences physiques. C'est vrai que nous on fait souvent le lien un petit peu entre le réel et virtuel, et donc en fonction du nombre de points qu'on collecte sur ce jeu, on a accès à l'achat d'un certain nombre de NFT, les meilleurs pouvant offrir la rencontre avec un athlète de manière physique sur un événement. Là aussi, quelque chose de très concret qui a généré des premières recettes. On est assez surpris au-delà de l'événement. C'est pas un projet qui est associé à un sponsor, c'est pas un projet qui est associé à un événement, c'est quelque chose qui a été développé entre ces temps forts. Et peut-être juste, si je peux rajouter quelque chose, parce que ce que tu disais, c'est hyper important, c'est au-delà des temps forts. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet qui ressort dans tous les secteurs. Nous, on travaille beaucoup dans le luxe, c'est pareil. Le luxe, il y a des fashion shows, c'est des temps forts. Et en dehors des temps forts, globalement, ils ont du mal à engager, même si en soi, on peut acheter des habits toute l'année. Mais enfin, c'est quand même des temps forts. Et effectivement, là-dessus, je pense qu'il y a deux cas d'usage intéressants. Celui que tu citais sur des univers immersifs ou du gaming, type Roblox, on peut vraiment engager tout au long de l'année et même encore mieux préparer son temps fort pour avoir vraiment un chapitre d'activation. Mais aussi toute la notion de programme d'engagement un peu 3.0 augmenté, sur lesquels on engage tout au long de l'année sur un fil conducteur avec un socle commun d'avantages, vraiment ce sentiment d'appartenance et de promesse relationnelle pour qu'arrivé au temps fort, finalement on soit vraiment un fan entre guillemets ultra et on bénéficie encore plus d'accès exclusif. Donc ça, je pense, c'est un élément clé. Et pour finir aussi, je pense que pour ceux qui sont ici, c'est important de considérer que la technologie doit venir aussi au service d'enjeux clés qui sont notamment l'optimisation des coûts, des ressources et finalement générer du revenu, pas juste en vendant un NFT ou en diversifiant, mais aussi en se disant que ces technologies, notamment le Web3, les univers immersifs, évidemment l'IA, permettent aujourd'hui, et c'est prouvé vraiment par des chiffres, déjà d'engager plus. Nous, on voit en moyenne, c'est 250% plus d'engagement sur ce type de plateforme
par rapport à une plateforme classique, c'est 2 fois plus d'opt-in rate et de conversion, et surtout d'optimiser les coûts marketing, puisqu'on peut automatiser avec le Web3, notamment avec des smart contracts, on peut aller targeter directement sur les wallets des consommateurs. Donc finalement, ça évite des coûts énormes aujourd'hui de paid. Et ne parlons pas des univers immersifs ou des sites web augmentés où on peut vraiment engager sur ces plateformes. Donc, ça, c'est aussi des éléments dont on parle rarement parce qu'on se focus sur les use cases, mais qui sont quand même assez clés à l'heure où je pense que tout le monde ici se retrouve à dépendre des plateformes, à faire du paid à mort, à effectivement faire de l'influence. Et tout ça, ça constitue quand même des budgets assez conséquents. Tu as assez raison sur ce que tu dis. Je trouve que aussi le côté KPIs, quand tu es chef d'entreprise ou détenteur de droits ou autre, il est assez intéressant de savoir qu'une technologie ou une stratégie autour du Web3 peut être intéressante parce qu'elle peut générer plus de revenus, plus de followers, etc. Le vrai sujet qu'il y a derrière tout ça, et même si je suis issu du monde technologique, c'est cette appréhension du Web3. C'est comment on peut faire, en fait, quand on est détenteur de droits, quand on est une marque, quand on est athlète, comment on peut mieux découvrir cet univers-là, comment on peut s'y former, comment on peut s'y préparer pour se dire, OK, là, je suis en mesure de me lancer en fait, sur une stratégie de Web3. Déjà, on nous appelle. Non, je plaisante. Je pense que ce qui est important, c'est s'acculturer. Effectivement, la phase d'éducation, elle est clé. Et d'ailleurs, éducation pour soi, quand on est un dirigeant, ses équipes, pour que vraiment les sujets remontent des directions métiers, mais aussi ses utilisateurs, ses audiences. Je citais l'exemple tout à l'heure du RCT, mais on a plein d'autres cas d'usage. On l'a vu, nous, à l'époque, on a lancé aussi autour du Ballon d'Or avec l'équipe, éduquer ses publics, éduquer ses audiences. C'est tout aussi important parce qu'effectivement, l'adoption, elle ne vient pas toute seule. La deuxième étape, c'est effectivement de travailler vraiment une vision, de se poser autour de la table et de réfléchir à finalement quels sont mes enjeux clés et en quoi les technologies peuvent aider à les accélérer et pas l'inverse. Il faut surtout pas se dire je veux faire du Web3, je veux faire de l'IA, qu'est-ce que je fais ? En fait, ça, c'est la meilleure manière de pas du tout répondre à ces enjeux stratégiques. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est important d'avoir de l'humilité face à ces nouvelles technologies. On est au début et c'est normal de s'avouer que oui, c'est un projet d'innovation. Je pense que Joseph, tu l'as bien dit, en fait, c'est aussi de l'expérimentation, c'est du test. On n'a pas forcément la science infuse au moment de le lancer et même si on fait les meilleurs business models, ça reste de la transformation. Donc voilà, d'avoir aussi l'humilité de se dire je teste, je prends le risque. Mais il y a quand même de bonnes chances, si je suis bien accompagnée ou je l'ai bien réfléchi, pour que ça fonctionne. Et puis après, j'ajuste. Je pense que c'est cette posture-là qu'il faut adopter. Et enfin, moi, je le dis toujours, ça coule de source, mais c'est issu de l'univers du sport. Mais il faut être audacieux, en fait. Il faut savoir oser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'ADN d'un sportif. Ça doit être aussi dans l'ADN des acteurs du sport. Il faut savoir oser pour être le leader de demain. Parce que par contre, ce qui est sûr, c'est que la technologie, elle avance et qu'elle n'attend pas les autres. Joseph ? Ouais, moi je crois aujourd'hui que l'événement sportif finalement c'est un grand réseau interagissant de parties prenantes et le poids de ces parties prenantes a énormément évolué au cours des dernières années. Je parlais vraiment du poids des athlètes, du poids des fans et je crois vraiment dur comme fer que ces nouvelles technologies elles doivent permettre justement de mettre en mouvement, de connecter toutes ces parties prenantes autour d'intérêts communs, plus uniquement l'ayant droit et son sponsor ou l'ayant droit et son fan de son côté. Finalement, on doit pouvoir, grâce à ces technos, engager tout le monde autour d'un objectif. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a réussi sur ce projet IFIS. On l'aurait pas fait sans ces nouvelles plateformes, sans ces nouveaux outils, on n'aurait pas réussi. Donc il y a vraiment une considération à avoir sur l'intégralité du dispositif. Ça prend souvent du temps à mettre en place, ça tombe pas, ça sort pas d'un chapeau. Il faut consulter énormément, trouver au fur et à mesure les axes d'engagement, d'amélioration. Mais je dirais que dans les recommandations en effet qu'on peut faire dans l'adoption de ces nouvelles technologies, c'est l'importance de consulter, d'engager l'intégralité de ces parties prenantes. Et je te rejoins évidemment dans l'idée aussi de prendre des risques parfois, d'innover. Au travers de modèles un peu disruptifs, il y a des choses définitivement à créer et parfois sortir un petit peu. Je parlais du poids du marketing sportif. Parfois, ça nous coince, ça nous empêche finalement de voir un petit peu plus loin. Et alors que quand on va sur des modèles complètement innovants, on peut sortir des choses plus intéressantes. Karen, Joseph, merci beaucoup d'avoir partagé sur la fan engagement. Thibaut, je te repasse la parole. Merci à tous. À toi. On peut les applaudir.
Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante. Et donc l'étude dont on a beaucoup parlé, qu'on a faite avec Doors, est disponible sur ce QR code. Encore une fois, c'est une étude qui est disponible pour les membres Sportsora. Il y a une version réduite et vous pouvez bien évidemment l'acheter si vous êtes non membre. Donc merci à tous les trois, mais merci à vous dans le public pour ces 3 thématiques qu'on a traitées cet après-midi. On reste bien évidemment à disposition si vous avez des questions ou des renseignements. Merci beaucoup.